Alors, enchaînons rapidement, étant Attends, je donné... vous présente quand même. Bon, d'accord, allez. Je vais me mettre à l'aise pendant ce temps-là. Voilà. Voici Geneviève qui va nous présenter, fixer l'image de ce qui disparaît, c'est bien là. La documentation du patrimoine industriel chez les Béchères. Voilà. Là. Alors, merci. En lien avec ce titre qu'on vient de lire, je crois qu'en guise d'introduction, ça vaut peut-être la peine de l'expliquer, ou du moins d'expliquer la citation. Donc, c'est tiré de Sur la photographie qu'on a lu ensemble, donc de Susan Sontag, ouvrage majeur s'il en est un. Et ça a vraiment constitué le point de départ de ma réflexion dans le cadre de ce séminaire sur la place de la photographie en lien avec la reproduction de l'œuvre d'art. Donc, je vais vous la lire au complet pour qu'on se situe un petit peu. Donc, la citation de Sontag est la suivante. « Les photographies ont commencé à fournir des duplicata du monde au moment où le paysage humain commençait à subir le rythme de changements vertigineux. Au moment où un nombre inouï de formes de vie biologique et sociale se voient détruites en très peu de temps, voici que l'on dispose d'un procédé pour fixer l'image de ce qui disparaît. » Alors, en lien avec mes propres recherches à la maîtrise, ça m'a immédiatement fait penser à la démarche de Bernd et Hilla Becher, donc les célèbres Becher du titre, qui sont un couple de photographes allemands qui ont été tour à tour associés au minimalisme, à la photographie conceptuelle, voire même à des espèces de relents d'une nouvelle objectivité allemande. Mais aujourd'hui, je vous propose d'étudier leur corpus et de voir comment ils utilisent la photographie comme mode d'archivage et de documentation pour préserver des structures industrielles qui sont menacées de disparaître. Alors, voici une première photo pour vous situer. Alors, les Becher sont reconnus pour leur corpus de photographie d'installations industrielles comme celle-ci. Ils vont travailler ensemble, donc c'est un couple marié, mais qui, au départ, est un couple qui collabore artistiquement. Ils commencent en 1959, donc en Allemagne de l'Ouest. Donc, vous pouvez imaginer que c'est un contexte politique un peu difficile. On est dans l'après-Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne est évidemment divisée entre l'Est et l'Ouest, entre les forces alliées et les forces soviétiques. Mais malgré tout, l'Allemagne de l'Ouest connaît une reprise économique importante, qualifiée même de miraculeuse par certains économistes, notamment grâce aux efforts de relance des Alliés avec le plan Marshall, etc. Par contre, c'est une économie qui va être extrêmement différente de celle de l'avant-guerre, et ça, c'est un phénomène qui s'observe à l'échelle de l'Europe. Donc, on va passer, il va y avoir une chute des secteurs d'activité primaires et secondaires, c'est-à-dire l'exploitation et la transformation des matières premières, au profit du secteur tertiaire associé plus aux services, donc un secteur un peu plus dématérialisé. Donc, le résultat, c'est qu'il y a tout plein d'installations industrielles, donc des géants de cet âge d'or de l'industrie qui sont abandonnés ou voire détruits à un rythme quand même assez effarant parce qu'ils sont rapidement obsolètes. Alors, c'est dans ce contexte que Bernd et Hilla Becher, ils vont être témoins de ces changements-là et ils vont décider de tenter de préserver ces structures, en quelque sorte, grâce à la photographie. Et donc, pour eux, c'est vraiment une question d'un attachement. Il y a quand même une certaine nostalgie parce que c'est des structures qui ont vraiment marqué le paysage européen depuis la révolution industrielle du 19e siècle. Alors, par contre, je tiens à préciser que c'est pas seulement des structures qui sont aujourd'hui détruites, mais par la force des choses, c'est quand même le cas de la plupart d'entre elles parce que, bon, avec les changements économiques, elles n'étaient plus utiles. Alors, tout d'abord, il y a Bernd Becher qui va commencer ce projet-là avec le dessin et la peinture, mais très rapidement, il va se tourner vers la photographie pour deux raisons. Donc, tout d'abord, parce que c'était beaucoup plus rapide. Les deux vont qualifier leur projet de lutte contre le temps parce que c'était pas rare que Bernd commençait un dessin ou une peinture et il revenait le lendemain et la structure n'était plus là. C'est le rythme, les changements s'effectuent à un rythme tel. Donc la photo aidait beaucoup là-dessus. Et aussi la deuxième raison, c'est que selon eux, la photo représentait une représentation plus neutre, plus fidèle de la réalité. Donc cette quête d'objectivité va vraiment devenir un leitmotiv de leur pratique, qui va être intimement lié, oui, à leur choix de médium, mais aussi à leur choix formel. Alors, ils vont développer une méthodologie très rigoureuse pour que toutes les photos, tous les clichés soient uniformes. Et on peut avoir un bel exemple ici, donc on peut distinguer les caractéristiques principales. Alors, c'est un réservoir de gaz de la région de Cologne. Vous voyez, c'est un tirage de 1989, donc ça vous donne une idée quand même que leur pratique s'étend sur plusieurs décennies, d'où l'importance que les photos soient uniformes. Alors, on remarque d'abord le point de vue qui est central, très bien centré.
Ensuite, la structure va être isolée du reste. On s'imagine que c'est une installation, un complexe industriel assez important, mais on isole vraiment seulement le réservoir. Ensuite, on va privilégier des conditions météo nuageuses pour avoir cet arrière-plan, comme on le voit, très blanc, très uniforme. Ensuite, la luminosité va être diffuse. Il va y avoir une absence de figure humaine qui pourrait faire l'objet d'une présentation de 15 minutes à elle seule, mais on va se contenter de dire que c'est entre autres à cause du temps d'exposition. Et enfin, bien sûr, le noir et blanc. Donc, on est ici vraiment dans de la photo argentique avec des tirages d'une très très bonne qualité. Donc, au fil des années, les Béchers vont accumuler plusieurs milliers de négatifs aux quatre coins de l'Europe. Ils vont même se déplacer aux États-Unis à quelques reprises. Donc, ils vont devoir trouver un moyen d'organiser ce corpus-là qui devient monstrueux, disons. Alors, ils vont opter pour une présentation en typologie. Donc, vous avez un exemple ici. Et je vous avoue, je l'ai choisi parce qu'à Montréal, on a la chance d'avoir encore quelques châteaux d'eau comme ça. Il suffit d'aller se promener un peu dans le Myland ou dans Hochelaga. Donc, les typologies permettent de rassembler sous forme de grille des bâtiments de même fonction. L'exemple qu'on a ici, c'est une typologie, muséographique, donc qui est dans la collection du Guggenheim. Donc, c'est vraiment 9 tirages distincts assemblés. Mais ils vont utiliser la même stratégie dans leurs livres de photographie imprimée ou sur une même page. On va avoir plusieurs images. Et donc, c'est un agencement de plusieurs photos qui peuvent avoir été prises dans différents pays, mais aussi à différentes époques. Donc, on peut avoir une photo des années 60 et une photo des années 80. Et c'est très difficile de les distinguer. Il faut se fier généralement à la légende. Donc, cet agencement permet de comparer les différentes photos pour remarquer, oui, les répétitions. On est ici devant une architecture fonctionnelle, donc qui n'avait pas nécessairement la créativité comme principal moteur. On voulait d'abord que ce soit efficace. Mais en même temps, quand même, on remarque une belle variation des formes. Il y a des différences et on s'amuse un peu à remarquer qu'est-ce qui varie d'une image à l'autre. Alors, tout ça n'est pas étranger à l'idée que la photo peut permettre de posséder l'univers en portefeuille, la célèbre citation de Louis de Cormenin qu'on a citée à peu près à chaque semaine, donc je me suis dit qu'il fallait que je la ramène pour notre colloque. Alors, c'est une conception qui est héritée du 19e siècle, selon laquelle on pourrait dresser un inventaire de la planète entière grâce à la photo. Et là, je ne peux pas m'empêcher de mettre cette photo. Je ne sais pas si vous voyez bien ce qu'il y a dans les écrans des appareils. Ça s'appelle Colosseum Pictures de Tim Davis. Donc, c'est tout un appareil numérique avec des photos du Colisée qui, finalement, se ressemblent tous, comme ce dont on a déjà parlé ensemble. Alors, dans cette optique, les Béchers vont adopter une méthodologie et des choix formels qui rappellent les pratiques de l'archivage et de la documentation. Et il y a Anne Bénichou, qui est professeure à l'UQAM, qui s'intéresse à ces questions, qui va expliquer en ces mots comment les pratiques contemporaines qui s'approprient cette esthétique de l'archive empruntent beaucoup aux sciences, à l'univers des sciences. Alors, je la cite, elle dit « La présentation fréquente des clichés selon une composition orthogonale évoque la mise en tableau du monde vivant que les sciences naturelles opèrent à l'âge classique et que la photographie réitère au 19e siècle. » Alors quand même, on reconnaît dans cette description la composition orthogonale, ça ressemble beaucoup aux typologies des Béchers. Et en ce sens, on pourrait rapprocher ces typologies avec un corpus qui est très très intéressant, qui est abordé en long et en large par Alan Sekula dans son article The Body and the Archive. Et c'est les photographies la collection en fait de photos d'identification judiciaire d'Alphonse Bertillon, qui est un criminologue du 19e siècle. Alors, au-delà de la ressemblance formelle qui est quand même assez frappante, on retrouve cette même logique de systémacité, ce jeu de comparaison dont on parlait, cette rationalisation aussi. Et bien sûr, on est encore une fois devant des images individuelles qui sont sorties de leur contexte pour être intégrées dans une nouvelle collection qui permet une nouvelle lecture. Par contre, on s'entend, les photos des Béchers, contrairement à celles de Bertillon, ne sont pas subordonnées à un discours scientifique. Bertillon élaborait vraiment une méthode d'identification des criminels. Donc, on peut se référer à une distinction qui est postulée par Erwin Panofsky entre le monument, qui est un matériau primaire, donc en histoire de l'art, ce serait carrément les œuvres, c'est l'objet d'étude en tant que tel, l'œuvre d'art, en opposition au document, qui serait un matériau secondaire, un instrument qui nous renseigne sur ces objets. Sauf qu'avec les Béchers, on dirait qu'on est confronté au fait que cette opposition ne tient plus. On dirait que les deux pôles sont fusionnés.
Donc, la photo des Béchers est à la fois une œuvre autonome et une trace qui nous renseigne sur un référent réel, donc sur la structure qui est photographiée. Donc, pour préciser encore une fois ce type de documentation qu'on pourrait attribuer aux Béchers, il y a Anne Meuglin-Delcroix, qui est professeure de philosophie de l'art à la Sorbonne, qui précise cette question de la documentation en distinguant la documentation de l'art, donc la reproduction de l'art, c'est un peu ce qu'on projette depuis tantôt, les images qu'on projette depuis tantôt, et la documentation comme un art, donc qui serait plutôt un art de la reproduction. Donc, les Béchers s'inscrivent dans cette dernière catégorie en employant l'archive non seulement comme une ressource qui a une visée informative, qui soutient un discours, mais bien comme fin en soi. Donc, on peut dire que la photo acquiert une certaine autonomie face à ses référents en constituant une œuvre à part entière. De même, il y a Thierry Deduve qui va défendre l'idée que les photos des Béchers se situent à mi-chemin entre le monument et le document. Alors, je vais le citer, il nous dit « L'album atteste que là, dans la Ruhr, qui est une région industrielle de l'Allemagne, il existe un puits de mine et que là-bas, en Pennsylvanie, il en existe un autre. Voici les documents qui prouvent leur existence. Mais il est clair que l'album fait plus. Il tire ces puits de mine de la négligence où ils croupissaient et les élève au statut de véritables monuments. » Donc, Deduve, suite à ça, va carrément proposer d'inventer un nouveau terme pour décrire la pratique des Béchers, qui est si singulière. Il va l'appeler le genre monumentaire. Mais, dans le fond, ce qu'il nous dit Deduve, c'est que non seulement les photographies accèdent à un statut de monument, mais aussi ce qu'elles représentent. Donc, c'est ce qui m'intéresse surtout. Donc, c'est que ces photos-là vont changer notre regard sur ces formes architecturales qui sont fonctionnelles, mais qui n'étaient pas nécessairement considérées comme de l'architecture, et donc entraîner leur légitimation. Donc, on peut vraiment parler d'un patrimoine qui est mis au jour ou qui est révélé par une esthétisation de ces formes. Donc, les structures vont être abstraites de leur contexte d'origine, notamment par la typologie, et élevées au rang de sculptures anonymes, qui est le joli titre du tout premier livre de photos des Béchers. On peut dire aussi que les structures survivent grâce à l'image, indépendamment du sort qui va être réservé à leurs référents. Et donc, les photographies des Béchers vont transcender leur visée documentaire ou archivistique en acquérant cette autonomie face aux référents et en opérant une transformation significative sur ceux-ci. Par contre, il y a plusieurs critiques ou observateurs qui vont relever qu'on peut remettre en question cette visée de conservation, parce que quand on y pense, jamais les Béchers vont militer contre la destruction des structures directement. Ils vont simplement estimer que la photo, comme mode d'enregistrement, permet en soi de les conserver et voire même de les remplacer dans la mémoire collective. Donc, en d'autres mots, ni archives objectives, ni du simple duplicata du monde, les photos des Béchers en tant que médiation du réel agissent. Et gageons comme moi qu'après avoir vu ces photos, vous ne verrez plus jamais les paysages industriels du même œil. Donc, voilà. Merci. C'est quoi comme arrière-plan? Je fais combien de temps? Par curiosité? Oh mon Dieu, c'est parfait ça. Je suis surprise. Ça distille un peu cette histoire de document monument. Ouais. Il y a quelqu'un qui a installé ça, c'est Nora, c'est Foucault, avant que tout le monde le reprenne, vous savez? Ben moi, je l'ai pris direct de Panofsky qui l'applique précisément à l'histoire de l'art. Mais oui, je crois que ça revient chez Nora, en effet. Oui, ça doit être Panofsky avant Nora. Mais oui, c'est ça. Panofsky, je pense que c'est 1940. Ouais, Donc, vous avez raison. Okay. je vais référer par contre. Oui, Deduve, c'est quoi ce texte-là? Ça s'appelle Bernthe et la Béchère, la photographie monumentare. Donc, je n'ai pas cité le titre. C'est un peu... c'est dans les cahiers du Musée d'art moderne, ouais. Ah, ok. Ouais. Je vais aller voir parce que Deduve va toujours... Il y a une façon de sortir des... C'est très exalté, son texte. Hein? C'est une lettre d'amour aux Béchères, carrément. Exalté sur la photographie. Oui, oui, oui. Vous jouez sur les bons tableaux par rapport à ça, mais il y a une chose qui me questionne. Vous n'avez jamais parlé d'art. Ah oui. Alors que clairement, les images et les typologies des Béchers sont d'abord des œuvres d'art. Regardez juste les noms de monuments et de galeries qui viennent à la fin de vos légendes. Tate, Guggenheim,
Sonnabend, qui est Oui, une ça a galerie très été... prestigieuse, et ainsi de suite. Et vous l'avez complètement éludé. OK. Vous faites jouer toutes les catégories, sauf celle-là. Ah, Ouais. Peut-être parce que pour moi, ça va de soi, mais en effet, je pense que c'est quelque chose que les Béchers affirment. Ils s'inscrivent un peu dans la même logique que August Sander, donc, dont je vais parler dans mon essai final, qui, oui, s'inspire de la méthodologie très objective, mais qui en même temps remet jamais en question le statut d'art de ce qu'il fait. Donc, c'est peut-être une question que je pourrais pousser. Puis en effet, je pense aussi qu'il y a le fait que les Béchers ont été très rapidement repris, vous parlez des institutions, mais aussi carrément par des artistes, notamment Carl Landry, qui a quasiment été leur parrain en Amérique, qu'ils ont fait beaucoup connaître grâce à un article dans Art Forum. Donc je crois qu'il y a eu une légitimation des Béchers aussi, pas seulement de... Une légitimation par le minimalisme, étonnamment. Oui, exact. On n'est jamais loin de la sculpture en plus, donc ça demande de feuilletage de catégories, si vous voulez. Mais je pense qu'il ne faut pas l'éluder parce que, précisément, ça opacifie un peu tout le truc. Dans le fond. Parce que si vous jouez en document, mémoire, la photographie est toujours autre chose. Elle est de la photographie parce que l'archive, la documentation, la mémoire, c'est de la photographie. Enfin, c'est les catégories qui s'appliquent à la photographie. Là, c'est toujours un peu plus glissant. Et effectivement, vous avez raison. En plus, avec le minimalisme, à cause des grilles, à cause des accointances états-uniennes et tout, c'est un truc qui est très documenté. Ouais. Donc, minimalisme et sculpture. Alors, ça fait juste complexifier le cas, mais je suis sûre que vous êtes capable de tirer ça à vous. Ouais, je vais creuser ça dans mon essai sans problème. Oui. J'aimerais savoir si certains paysages industriels, comme tu les appelles, sont demeurés intacts et n'ont pas fait l'objet d'une destruction. Oui, c'est ça. Je l'ai dit peut-être un peu rapidement. C'est pas leur principal critère de sélection, l'idée que la destruction est imminente. Eux, dans le fond, ils la voient venir, ils la prévoient à cause du contexte qui est vraiment pan-européen. Et même aux États-Unis, ils vont venir quand ça va être plus la crise de l'acier dans les années 70. Mais donc, eux, ils vont un peu prendre une méthode prudente de dire on va les photographier pendant qu'ils sont encore là parce qu'ils en ont vu tellement disparaître. Mais oui, il y en a, je pense qu'il y a des endroits qui restent là. Ils ont tellement photographié de trucs que c'est sûr qu'il y en a, mais qui sont la plupart plus utilisés, je veux dire, plus fonctionnels. Si je puis me permettre, ils ont beaucoup photographié évidemment dans la vallée de la Ruhr, qui est C'est cette région extrêmement industrielle en Allemagne, où il y a eu éventuellement tout un grand projet qui s'est appelé MCR Park de préservation de ce patrimoine minier. En fait, on a les mines et on a l'acier parce que charbon et acier, ça va toujours ensemble. Les chevalements de mines. Vous avez de ces chevalements qui sont vraiment préservés et autour desquels on a déployé tout un réaménagement entre nature et culture précisément. Il y a des œuvres d'art qui se sont ajoutées et ainsi de suite. Ça se visite encore aujourd'hui, ça fait partie des routes du patrimoine industriel. C'est ça. Donc il y a en fait tout un réseau en Europe, si vous aimez ce genre de choses. Oui, Valentine. Est-ce que tu sais comment ont été accueillies ces premières photographies industrielles par le public? Quelles ont été les premières réceptions Par le public, pas vraiment. Les documents que j'ai consultés en parlent pas beaucoup. Ça a été vraiment une première réception par le milieu artistique surtout. Quoique en début de carrière, ils ont aussi collaboré directement avec des historiens ou des sociologues, des économistes, et leurs photos servaient un peu d'illustration à ces travaux-là. Ils ont rapidement arrêté ça parce qu'ils justement, ils n'aimaient pas être subordonnés à ces discours-là scientifiques. Mais je pense que rapidement, avec le saut d'approbation du monde de l'art, le public a un peu suivi. Mais je crois que c'est un corpus qui laisse encore beaucoup de personnes assez de glace. C'est très froid, très rigide. Mais ouais, ce serait une question intéressante de voir au niveau du grand public. Encore une fois, excusez-moi, je pense que maintenant, il y a une réception qui est plus positive qu'il pouvait l'être. Ouais, c'est ça. Je vous parlais de ces aménagements à la vallée de la Ruhr. Le nom de la ville m'échappe, où il y a un grand parc paysager qui est fait autour des anciennes installations qui sont plus ou moins en ruine. Et vous avez une frise de photographie des Béchers. Ah oui, ok, je vais essayer de la retrouver. À l'extérieur. Donc on voit qu'il y a une véritable affection, mais qui vient précisément avec une région où ils ont travaillé. Et en fait, ils ont plus ou moins vécu, ils ont enseigné longtemps à Düsseldorf. Ouais.
qui est tout à côté de cette région. C'est ça, je pense qu'il y a quand même un public de l'époque qui a dû reconnaître aussi dans leur travail. Pour eux, ça part vraiment de leurs propres souvenirs. C'est surtout Bernd Becher, en fait, qui insiste, qui revient souvent là-dessus en entrevue. Il dit, ben moi, c'est les paysages de mon enfance, ma famille travaillait dans ces usines-là. Donc, peut-être que le public de l'époque a eu un rapport plus émotif, alors qu'ils ont l'analyse peut-être dans un cadre plus artistique. Mais, ouais, ce serait intéressant de voir aussi comment ça a évolué avec le temps. De la Je me demandais, ça rejoint un peu peut-être dans cette vallée-là, c'est clair, mais est-ce qu'il y a eu vraiment des impacts pour la protection de ces... Est-ce qu'on peut tracer vraiment, dire, ce bâtiment-là a été protégé à cause qu'il a été pris en photo par eux précisément. J'ai pas vu nom d'exemple direct. Je pense que ça a influencé sur la vision que les gens ont eue de dire, OK, c'est justement, ça peut être un patrimoine, ça peut avoir une valeur historique, mais j'ai pas vu d'exemple précis que suite à la prise de photos, ça a entraîné une réaction directe. Documentaire, ça aurait été mieux que Documental, monumentaire. Oui, c'est précisément pour faire ce petit joint document-monument. C'est ça. Oui. J'ai plusieurs questions en fait. Je me demande, est-ce que quand ils sont affichés comme ça, est-ce qu'on voit la date de chacune des images? Celle-là, là, c'est super petit, là, mais si vous l'avez en dessous. L'autre, non. Donc ça serait une question peut-être plus dans les musées, de voir comment, est-ce que systématiquement il y a des légendes. Dans les livres, oui. Puis même que dans les livres, quand ils sont rassemblés comme ça par fonction, donc qu'il y a des châteaux d'eau, qu'il y a des chevalements, il y a même carrément Hilla Becher qui rédigeait une espèce de prélude qui explique à quoi ça sert un chevalement. À quoi, donc, il remettait vraiment en contexte la fonction. Et ensuite, sous chaque photo, c'était écrit l'endroit, le nom de la ville, le pays, l'année. Donc, ouais, c'est assez... Puis dans ce cas-là aussi, est-ce qu'il y a certains endroits qui ont été repris en photo, qui n'ont pas été détruits, admettons, qui ont repris 10 ans plus tard, des décennies plus tard? Non. C'est vraiment une fois. À ce que je sache, non, ils ne reviennent pas sur les mêmes... Parfait. Mais Oui. vous pouvez t'assurer que les images ont été reprises par d'autres. Ah, ça, ouais. Moi, j'ai un dernier commentaire. Et je m'excuse de mettre ça sur le plancher, mais c'est juste que je vois vraiment une ressemblance un peu avec mes gravures de C'est, ouais. Non, mais je trouve ça intéressant de faire un lien, c'est que la question monumentale est vraiment présente. Ouais. Ben, c'est vrai, c'est drôle, j'ai eu la même idée pendant ta présentation. Ah ouais, des monuments. Je trouve que c'est sûr que toi, tu me soulignes davantage la mémoire, la question de mettre en mémoire ces édifices, mais je trouve ça intéressant, je voulais te partager. Ben non, absolument. Vous avez raison, Alexandra, c'est toute la question de la ruine. Ouais, exact. Maintenant, on est allé Ouais. à la ruine industrielle ou post-industrielle. Donc, Exactement. on est Ouais. dedans. Une dernière question? Pas obligé. Pas obligé. Si on a fait tout. Non. Alors, s'il y a une question ou un commentaire, on va reprendre un peu. Ben oui, exact. Une minute et demie. Donc, ce sera le tour de Amandine.